commencer par une première observation. C'est une chanson des Rolling Stones des années 60 qui s'intitule « You can't always get what you want ». Une chanson sur la frustration, le manque et même la castration. Et on peut se demander si les Rolling Stones, s'ils continuent à composer, ce que je crois ils ne font plus guère, si on leur demandait une chanson aujourd'hui, ils écriraient peut-être une chanson dont le titre serait « You can't always want what you get ». C'est ce qui est le problème de l'innovation, donc du progrès d'une certaine façon, puisqu'il y a toutes sortes d'innovations qui nous tombent dessus, que personne parmi nous n'a demandé, mais elles nous arrivent et on les accueille avec plus ou moins de bienveillance. Bon. Le deuxième fait, c'est pas un fait en fait, c'est ce qu'on appelle en physique une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est pas une expérience mentale où on se met à réfléchir. C'est une expérience qu'on imagine à partir d'une théorie qu'on suppose vraie pour voir quelles sont les implications de cette théorie dans des conditions qu'on ne peut pas expérimenter, mais qui permettent d'éprouver le contenu même de la théorie. Et l'expérience de pensée que je vous propose, ça consiste à imaginer qu'on soit en face de Descartes, Galilée, Condorcet, d'Alembert, peut-être même Voltaire, et on leur dit, voilà, dans quelques siècles, un siècle ou deux, des gens vont découvrir une nouvelle interaction fondamentale, l'interaction électromagnétique. Il y a même un type génial qui s'appelle Maxwell, qui va trouver des équations, qui s'appellent les équations de Maxwell, qui permettent de comprendre l'électromagnétisme. Et un siècle plus tard, des ingénieurs, à partir de l'utilisation de ces lois, vont faire des boîtes parallélépipédiques qui seront installées dans tous les foyers, qui permettront de retransmettre des images, du son à l'ensemble de la population. Qu'est-ce qu'auraient pensé ces gens que j'ai cités qui ont été les pères fondateurs de l'idée de progrès? Ils auraient dit, je pense que c'est le cas pour Descartes par exemple, c'est génial. On va pouvoir diffuser la connaissance dans tous les foyers et augmenter le niveau de connaissance de la population. Bon, alors maintenant vous faites la vraie expérience de pensée, c'est-à-dire vous les amenez en 2014, tous les 6 là. Et, par exemple, le vendredi matin, vous les amenez dans un lycée en classe de terminale. Cours de maths, cours de physique. Et tous les noms que j'ai cités là seront complètement largués. Par exemple, Descartes, il ne savait pas ce que c'est qu'une équation différentielle. Il ne connaissait pas la loi de la gravitation universelle. En tout cas, il ne la comprenait pas comme on la comprend aujourd'hui. En mathématiques, ils avaient un niveau inférieur à celui de n'importe quel collégien d'aujourd'hui. Parce qu'on ne pense pas qu'ils étaient des génies. Je ne suis pas en train de dire que les collégiens d'aujourd'hui sont des génies. Mais ils auraient dit, tiens, on avait prévu quelque chose qui s'est révélé vrai, à savoir que grâce au progrès, les connaissances vont augmenter. Ça, c'est le vendredi matin. Et puis le samedi soir, vous les obligez à regarder TF1 de 20h30 à 23h, sans pouvoir prendre de pause et en devant avaler aussi les publicités. Et là, ils vont se dire, il s'est passé un truc là qu'on n'avait pas prévu. Il y a eu ce qu'on appelle une allotélie, c'est-à-dire le but visé n'a pas été atteint. Le progrès, certes, s'est réalisé, mais nous a amené ailleurs que l'endroit qu'on avait envisagé. L'autre chose, c'est une anecdote en fait, qui dit des choses aussi du sujet, que j'ai découverte. Moi, je prends beaucoup le TGV, donc je lis TGV Magazine. Et il y a quelques mois, il y avait une interview de Jean Rochefort, le comédien, qu'on interrogeait sur le succès croissant des cours de théâtre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent faire du théâtre, ce qui est très bien, et on lui demandait ce qu'il en pensait lui. Et il a répondu, aujourd'hui, dans les familles bourgeoises, si un garçon vient trouver son père en lui disant « Papa, je veux faire centrale », le père tape du poing sur la table et lui dit « Non, mon fils, tu feras le cours Florent ». Bon. Ça veut dire que la science a perdu un petit peu de son prestige, et c'est sans doute lié à ce qu'on va dire tout à l'heure à propos du progrès. Autre chose, et je le disais dans le résumé que j'avais proposé, la phrase « on n'arrête pas le progrès ». Quand j'étais adolescent, il me semble que cette phrase qu'on entendait souvent voulait dire qu'il fallait considérer comme immoral le fait de vouloir arrêter le progrès. On n'arrête pas le progrès, ça voulait dire il ne serait pas bien de penser qu'on voudrait l'arrêter. Le progrès est une bonne chose, et donc c'est pécher contre l'esprit, contre la raison, contre l'histoire, que de prétendre l'arrêter. Et donc c'était un accueil assez joyeux
adressée au futur. Aujourd'hui, je l'ai vérifié auprès de mes étudiants qui ont une vingtaine d'années, le sens de la phrase s'est retourné. Et pour eux, on n'arrête pas le progrès, ça veut dire il est impossible de l'arrêter, c'est-à-dire que même si on voulait l'arrêter, on ne pourrait plus, parce qu'il a échappé à notre maîtrise, il a même échappé à la politique, il est porté par l'innovation technologique, qui n'est en fait pilotée par personne. Il y a aussi une phrase qui m'avait interpellé, j'avais entendu quelqu'un dire, finalement, le progrès, c'est comme le Tour de France, c'était mieux avant. Alors, dans le cas du Tour de France, bon, moi je suis d'accord, c'était mieux avant quand on pouvait admirer les vainqueurs sans les soupçonner de se doper. Mais dans le cas du progrès, c'est une phrase auto-contradictoire. Parce que s'il y a eu progrès, ça ne pouvait pas être mieux avant. Et donc on est devant quelque chose d'assez ambigu qui traduit en fait de façon très condensée, et chacun des exemples que j'ai cités le dit à sa façon, le fait que les rapports que nous entretenons avec la science qui reste associée au progrès, notamment technologique, sont des rapports qui sont devenus ambivalents. Et cette ambivalence ne produit pas une guerre civile. Il n'y a pas la moitié des gens qui seraient pour, la moitié des gens qui seraient contre. C'est en fait une ambivalence qui traverse chacun d'entre nous, qui éprouve des doutes, des questions vis-à-vis de ce qu'il voit se passer. Alors, on pourrait parler des heures, mais je crois que je ne les ai pas de cette ambivalence. Et donc, je vais la résumer de façon caricaturale de la façon suivante. Je pense qu'on peut dire qu'elle se voit dans le fait suivant, qui est que quand on pense à la science dans sa version idéalisée, c'est-à-dire la science comme démarche de connaissance très particulière en fait, qui permet de produire des connaissances qu'aucune autre démarche ne permet de produire. Par exemple, si vous vous intéressez à l'antimatière, vous poserez des questions aux physiciens parce que vous pensez que le physicien, c'est celui qui connaît le mieux l'antimatière et qui est capable d'en parler. Et donc on a compris que la science, la physique en l'occurrence, amène à des résultats qu'aucune autre démarche ne permet d'atteindre. Eh bien, je prétends que cette science, pensée dans sa version idéalisée, continue d'être le socle officiel de la société en remplacement de l'ancien socle qui était religieux. Je ne suis pas en train de dire, évidemment, que nous sommes gouvernés par la science. Si c'était le cas, je pense que ça se verrait au gouvernement. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes gouvernés au nom de quelque chose qui a à voir avec la science. C'est-à-dire au nom d'une forme d'objectivité de type scientifique par laquelle on procède à des évaluations de toutes sortes de choses en consultant des experts pour avoir des espèces d'objectivation des faits réels qui se produisent dans la société. L'exemple de ça, c'est quand il y a un problème, à la télévision, on réunit des experts et on leur demande de discuter entre eux et on pense qu'à l'issue de la discussion, il y a une forme d'objectivité qui va se manifester. Et pour le dire de façon encore plus rapide, regardez ce qui est écrit sur les paquets de cigarettes. Il est écrit « Fumer tue ». Alors que si on avait demandé à un ministre de la Santé du XVIIe siècle, alerté des dangers du tabac, d'écrire quelque chose sur les paquets, il aurait écrit « Fumer déplaît à Dieu » ou « Fumer compromet le salut de votre âme » ou « Fumer est un péché mortel ». Nous, on écrit « Fumer tue ». Ce qui veut dire qu'un discours scientifique qui porte sur la santé du corps a remplacé un discours théologique qui portait sur le salut de l'âme. C'est ça que je veux dire quand je dis que la science continue d'être le socle officiel de la société. Mais l'ambivalence dont je parle vient du fait que la science, non plus idéalisée, mais en pratique, est victime de toutes sortes de critiques d'ordre philosophique, politique, et ça peut se voir de multiples façons. La première, c'est que la science est victime d'une désaffection, comme on dit, de la part des étudiants. Il n'y a plus d'étudiants dans les amphis de physique, en tout cas dans les pays de l'OCDE, c'est moins vrai dans les pays en voie de développement, évidemment. Elle est victime d'une méconnaissance affective. Si je vous demande ce que c'est qu'un OGM, un quark, ce que veut dire E égale MC2, etc., ce que veut dire l'existence du boson de Higgs, tout le monde sera sec. Moi, le premier pour les OGM, par exemple. Autrement dit, la science ne pénètre pas dans la culture. Et donc ça aurait beaucoup choqué
les Diderot et Voltaire que je citais tout à l'heure. Et enfin, parmi toutes les critiques politiques ou philosophiques qu'on peut entendre, il y a celles qui sont classiques, celles d'Heidegger à l'égard de la technique. J'en ai entendu hier des hommes politiques à propos des résultats des élections. Et puis il y a une critique philosophique qui me semble gagner en puissance, qui est le relativisme. L'idée que la science est un discours qui a acquis sa puissance par des arguments d'autorité, mais qui n'aurait pas, vis-à-vis de la vérité, un rapport ou un monopole particulier. Il y a un philosophe anglais qui s'appelle Bernard Williams, qui a écrit un livre qui a été traduit en français sous le titre Véracité et vérité, et il montre que dans nos sociétés postmodernes, comme on dit, en fait, il y a deux courants de pensée qui existent, qui devraient s'annuler mutuellement, mais qui en réalité, dans la pratique, se renforcent. Le premier, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité, c'est-à-dire nous, habitants ou citoyens de pays démocratiques, nous ne voulons pas être dupés par le discours des élites. Et donc, quand trop de gens puissants disent la même chose, on se demande si ce qu'ils disent, ils le disent parce que c'est la vérité, ou si c'est parce qu'ils ont intérêt à le dire pour défendre des intérêts qui leur sont propres. Et donc, en gros, nous ne voulons pas être dupes. Et donc, derrière le discours officiel, on va voir ce qui s'y cache. Et ce désir de véracité, en démocratie, est tout à fait sain, sauf quand il conduit à généraliser la théorie du complot. Et ce que montre Williams, c'est que ce désir de véracité, très paradoxalement, cohabite avec un déni de vérité. Ce qui est très bizarre, parce qu'il dit finalement, on veut de la véracité, mais nous pensons par ailleurs que la vérité n'est pas accessible, ou qu'elle est historique, ou qu'elle est contextuelle, ou qu'elle est arbitraire, ou quel est l'effet d'argument d'autorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sorte que c'est l'idée même de vérité qui est contestée, de sorte que le discours des scientifiques, dans un tel climat, est soit inaudible, soit considéré comme la vectorisation d'intérêts qui leur seraient propres. Alors, comment est-ce qu'on peut, dans ce contexte-là, j'ai combien j'ai 40 minutes. Il faut que je fasse des choix terribles. Alors, je reviens maintenant aux origines. L'idée de progrès, ce serait une longue histoire, mais en gros, l'idée de progrès, elle a à voir avec la philosophie, évidemment, mais aussi avec la physique. C'est-à-dire, elle n'a plus se formaliser qu'à partir du moment où les physiciens, avec Newton notamment, ont imaginé que le temps pouvait être linéaire et non pas cyclique. Un temps linéaire, c'est un temps dans lequel on peut penser un futur différent du présent. Alors que dans un temps cyclique, évidemment, le futur ressemble au passé. Il n'y a pas de progrès possible puisqu'il y a de la répétition. Et avec un temps linéaire, on peut penser le progrès et on peut même imaginer que l'âge d'or, au lieu d'être dans le passé, est dans le futur. Et donc, penser ou croire au progrès, c'est considérer que le temps n'est pas corrupteur, comme le pensait Bacon, par exemple. Bacon est l'inventeur du concept d'innovation au XVIIe siècle, mais pour lui, l'innovation était censée compenser la corruption du temps. Le temps dégrade les choses, et l'innovation, c'est ce que l'homme doit accomplir pour compenser la corruption créée par le passage du temps. Avec un temps linéaire, vous pouvez imaginer que si vous travaillez bien, ce qui adviendra dans le futur sera bien meilleur que ce qui est présent dans le présent. D'où l'idée que le progrès, c'est une idée qui est à la fois consolante et sacrificielle. Et je vais citer un grand auteur qui est Kant, qui a exprimé ça de brillante façon. Le progrès est une idée qui est d'une part consolante, parce qu'en fondant l'espoir d'une amélioration future des conditions de vie, elle rend l'histoire humainement supportable. En faisant miroiter sur la ligne du temps une utopie crédible et attractive, elle fait se retrousser les manches et surtout, elle donne l'envie d'avancer ensemble. Et donc l'idée de progrès est associée, non pas forcément à l'idée de salut, mais à l'idée d'espoir. Et d'ailleurs, ça, quand on ne pouvait pas le voir parce que ça n'est vrai qu'en français, l'idée de progrès a pour anagramme le degré d'espoir. Bon, c'est les mêmes lettres. Bon. Mais ce que dit aussitôt après Kant, c'est que c'est une idée sacrificielle. C'est-à-dire que le progrès, il n'arrive pas tout seul.
Et si on veut qu'il advienne, eh bien, il faut fabriquer une certaine idée de l'avenir, qui soit d'une part crédible, avec une utopie ça ne marche pas, il faut qu'elle soit crédible, accessible et désirable. Et si cette idée est formulée et recueille une sorte d'adhésion collective, eh bien, le genre humain est sommé de travailler à un progrès dont l'individu ne ferait pas lui-même l'expérience, puisqu'il n'est qu'un tout petit maillon de l'interminable lignée des générations. En gros, et là c'est très résumé, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. C'est tout simple. Il faut donc avoir un futur collectif, et c'est en quelque sorte refuser la bohème. Donc croire au progrès, c'est accepter de sacrifier son temps personnel, et non pas jouer de la flûte ou faire du rap. Bon. Alors la question c'est, est-ce qu'on en est encore là? Et si oui, pourquoi, pour quelle chose, abstraite ou pas, accepterions-nous de sacrifier du présent personnel? Il me semble, mais on pourra en discuter, que pour accepter de sacrifier du présent personnel, il faut un rattachement symbolique au monde, à son histoire et à son avenir. Et ce rattachement a très longtemps existé, c'était un rattachement perspectiviste, c'est-à-dire on configurait le futur et on traçait ensuite le chemin qui permettrait de l'atteindre. Quand j'étais adolescent, mes frères et moi-même recevions tous les jeudis, je m'en souviens, des magazines comme Tintin, Pilote, Spirou, dans les années 70, dans lesquels l'an 2000 était configuré. Il y avait des bandes dessinées, des dessins qui nous montraient comment, en l'an 2000, on voyagerait, comment on communiquerait, comment on travaillerait, comment on se nourrirait. Beaucoup de ces projections se sont révélées fausses, pas toutes d'ailleurs, mais certaines. Mais peu importe qu'elles soient vraies ou fausses, l'important c'est qu'elles soient présentées, que le futur soit présenté, et chacun ensuite peut déterminer sa propre trajectoire à partir de l'idée qu'il se fait de ce futur. Aujourd'hui, vous le voyez bien, personne ne parle de 2050. Si un enfant, un adolescent vous demande comment ça sera en 2050 ou en 2100, pour ce qui est de l'énergie, pour ce qui est de l'éducation, est-ce qu'il y aura encore des livres, qu'est-ce qu'on fera pour le pétrole, est-ce qu'il y a encore des vols en avion? Personne ne sait répondre, parce que la vérité, c'est que personne ne sait, et personne n'a fait l'effort de savoir, puisque la société étant devenue d'une certaine façon liquide, on ne peut pas asseoir sur son état actuel des prédictions qui soient fiables. Et quand on arrive à en faire, comme sur la question de l'énergie par exemple, on voit que c'est catastrophique. C'est-à-dire l'énergie, on en parle très peu, mais c'est quand même un problème énorme. On croit que le problème a une solution parce que nous parlons de production d'énergie comme s'il était possible de produire de l'énergie à partir de rien. Mais les physiciens savent depuis très longtemps qu'on ne peut pas produire d'énergie. Parce que l'énergie se conserve, donc personne n'a jamais produit d'énergie. Personne n'en a jamais consommé non plus, puisque l'énergie se conserve. Donc quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, un litre d'essence, par exemple, c'est une certaine quantité d'énergie qui va brûler, qui va faire rouler votre voiture, qui va chauffer les pneus, qui va créer des frottements, qui va, etc., créer de la chaleur. Et à la fin, quand vous mesurez la quantité totale d'énergie qui est à la fin, elle est exactement égale à la quantité d'énergie qu'il y avait au début. Et donc c'est impossible, quoi qu'on en dise, de consommer de l'énergie. C'est impossible aussi d'en produire. La seule chose que vous puissiez faire, c'est créer de l'entropie, ce qui est tout à fait autre chose. Et donc, en fait, vous dégradez la qualité de l'énergie qui était bien ordonnée dans le pétrole pour en faire un truc sous forme de chaleur qui est absolument irrécupérable. Donc, vous voyez comment, par des jeux de langage, on arrive à se faire croire qu'il y aura de l'énergie tant qu'il y aura des ingénieurs dont le métier est de produire de l'énergie. Mais non, il y aura de l'énergie tant qu'il y aura de l'énergie. Voilà, c'est tout simple. De l'énergie exploitable, et quand il n'y en aura plus, ben, il n'y en aura plus. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi je parle de ça, qui n'a rien à voir avec le sujet. C'est juste pour dire que... C'est juste pour dire... Non, c'est comme... J'ai fait 6 heures de cours aujourd'hui, donc c'est comme si j'étais en week-end, là. C'est juste pour dire que quand on fait
de la projection sur certains sujets, comme l'énergie et le climat, et pire, quand on coupe la question de l'énergie et la question du climat, on ne voit pas de solution. Alors, l'autre remarque que je voulais faire, c'est que croire au progrès, c'est se mettre en crise. Alors, moi, depuis que je suis né, on me dit qu'on est en crise. Alors, en crise de ceci, de cela. Depuis que je suis né, on est en crise. Si j'étais paranoïaque, je penserais que c'est de ma faute. Mais aujourd'hui, on parle même plus de la crise de ceci ou de cela. On parle de la crise avec un grand C, comme si elle était transcendantale. Alors, vous voyez que depuis qu'on a pensé l'idée de progrès, la société est en crise. Pourquoi ? Parce que, constamment, elle est mise en déséquilibre entre ce qu'elle est et ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et donc, à partir du moment où vous pensez le progrès, la société devient insatisfaisante, puisqu'elle n'est plus régulée selon des lois qu'on considère comme intangibles. On peut la modifier. Et la question, c'est comment on la modifie. Et je pense d'ailleurs que, sans vouloir tout ramener à l'actualité récente, que les résultats d'hier disent des choses de cette question. Bon. Alors, la question, c'est, ce qui nous manque, c'est de configurer le futur et d'établir une sorte de projet de société ou même de civilisation. Parce que si le progrès a si peu été interrogé dans le passé, même s'il a toujours été un peu, c'est parce qu'il était enchâssé dans un projet de civilisation. Lisez Descartes, il faut être comme maître et possesseur de la nature, mais il ne s'arrête pas là, Descartes. Il dit pourquoi ? Pour être libre et heureux, pour avoir des corps qui fonctionnent bien, etc., pour avoir la santé. Et donc la science et la technologie étaient les moyens qu'on pensait pouvoir utiliser pour améliorer notre condition, nous rendre plus heureux et plus libres. Et donc la finalité de la science et de la technique était un but qui était transcendant par rapport à la science et la technique. On est passé dans une autre ère qu'on appelle la postmodernité, la première s'appelant la modernité justement. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de projet de civilisation, plus de projet de société, de sorte que les innovations sont interrogées pour elles-mêmes et non pas à l'aune d'un horizon qu'on aurait configuré à l'avance, qu'on aurait considéré collectivement comme désirable et que les innovations en question nous permettraient d'atteindre. D'où une espèce d'angoisse qui vient de ce que nous voyons que les innovations nous précipitent vers le futur. Or, ce futur n'étant pas configuré, nous fait peur. Et du coup, les innovations deviennent suspectes. Nous voyons bien que nous faisons l'histoire, nous faisons des choses que personne n'a pu faire, mais nous sommes incapables de dire quelle histoire nous faisons. D'où l'angoisse. Et il y a un événement d'ailleurs dont on parle peu, mais qui, à mon avis, a illustré magnifiquement ce retournement. Ça s'est passé dans les années 80, sans que personne n'en parle. Ça s'est passé au même moment sur toute la surface de la Terre, aux endroits en tout cas où les femmes poussent les bébés dans des poussettes. Et cet événement, c'est le retournement des poussettes. On a retourné les poussettes. Vous avez vu ça ? Moi, j'ai été poussé en regardant ma mère. Et donc, je pouvais échanger avec elle des sourires, des grimaces. Et j'étais donc connecté par le regard à mon histoire. J'étais inscrit dans une généalogie, dans une histoire. Et j'étais donc connecté à mon passé, à mon origine. Aujourd'hui, les enfants sont poussés droit devant. Ils ne reconnaissent plus personne. Ils ne rencontrent que des anonymes. Et ils pètent de trouille. D'accord ? Et donc ce retournement a fait que notre rapport à l'avenir, évidemment c'est une blague, mais c'est juste pour illustrer le propos, notre rapport à l'avenir qui autrefois était habité par l'espoir, devient aujourd'hui anxiogène et nous sommes paralysés à l'idée de devoir le configurer ou même de le préparer. Comme si la tâche que nous avions, que nous soyons citoyens ou politiques, n'était plus du tout de préparer le futur, mais de corriger le présent. Dès que quelque chose ne va plus, on corrige, mais sans avoir l'idée du but plus lointain qu'on voudrait viser. Alors, moi j'enseigne dans une école d'ingénieurs et les élèves en question se posent évidemment beaucoup de questions là-dessus. La plupart ne veulent pas être ingénieurs, on se demande d'ailleurs pourquoi ils sont dans des écoles d'ingénieurs. Et
motivation pour ne pas devenir ingénieur, c'est qu'ils se sentent complètement dépassés, à la fois par la science, parce qu'ils savent que pour faire de la physique aujourd'hui, il faut assimiler Einstein, Dirac, la mécanique quantique, la cosmologie. C'est monstrueux. Et comme ils sont conscients de leurs limites, ils ne voient pas comment ils pourraient faire progresser la science. Et donc ils vont plutôt dans des secteurs où leur valeur ajoutée leur paraît plus visible et plus sûre. Et puis ils ne vont pas non plus dans l'innovation, parce qu'ils sont victimes de ce qu'un philosophe qui était le premier mari d'Hannah Arendt, qui s'appelait Günther Anders, appelait la honte prométhéenne. La honte prométhéenne, c'est-à-dire nous sommes capables aujourd'hui de fabriquer des instruments beaucoup plus intelligents que nous. Et donc nous avons honte de ce que nous avons fabriqué qui est plus fort que nous, ce qui est un sentiment presque schizophrène. Et mes étudiants qui ont fait des études d'ingénieur ont du mal à comprendre comment marchent les objets qu'on utilise tous les jours, comme un ordinateur, c'est très compliqué. Un iPhone, qui sait comment marche un iPhone? Vous tapez sur votre clavier un mail, par exemple, et puis votre destinataire, de l'autre côté de la planète, lit sur son écran les lettres que vous avez tapées. Mais comment c'est arrivé là-bas? Qu'est-ce qui vectorise le message? Est-ce que c'est des ondes? Est-ce que le téléphone émet un signal? Est-ce qu'il en reçoit? Il y a des satellites dans l'affaire? Oui, non. C'est des ondes électromagnétiques? C'est autre chose? Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Et donc, pour la première fois dans l'histoire peut-être, nous avons un rapport magique aux objets techniques, c'est-à-dire nous les utilisons avec beaucoup d'aisance parce qu'ils sont très conviviaux, très faciles à utiliser. Il n'y a pas de notice pour l'iPhone, par exemple. Donc ils sont très conviviaux. Et nous pouvons les utiliser avec une dextérité parfaite, sans rien savoir des principes scientifiques qui les rendent possibles. Et ça, pour un ingénieur, c'est terrible, parce qu'il se sent en quelque sorte incompétent dans son domaine. Il se sent incompétent dans sa spécialité, et pour beaucoup d'entre eux, c'est une barrière infranchissable. Autre chose qui justifie aujourd'hui le principe de précaution, les risques, la prudence extrême, qui est tellement mise en avant que c'est l'idée même d'innovation qui est freinée, alors même qu'elle-même est mise en avant. Dans le projet européen H2020, document de 50 pages, le mot innovation est cité 50 fois. Ah non, excusez-moi, sur les 50 pages, il est cité 300 fois. Et à aucun moment il est défini. C'est quand même bizarre, l'innovation est mise en avant partout, il faut innover, mais ça n'est jamais défini, ce qui est quand même assez curieux. Et si on a si peur de l'innovation, et si en même temps on la désire tant, parce que si on ne l'accomplit pas, on perd en compétitivité, etc., eh bien, c'est parce que on sait ce qu'on fait, mais on ne sait pas ce que va faire ce qu'on fait. Paul Valéry avait résumé ça en une phrase très courte. L'homme sait en général ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. D'où une certaine angoisse pour tous ceux qui font, notamment les ingénieurs qui font des centrales nucléaires, par exemple. Ou bien un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il est encore plus terrible, c'est deux physiciens du CERN que je connais bien, qui dans les années 80 se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour que les grosses expériences qu'on faisait à l'époque sur le LEP, des expériences avec 400 physiciens, même plus parfois, répartis sur toute la surface du globe, ils devaient s'échanger des données. Mais les formats informatiques des fichiers n'étaient pas les mêmes partout. Il fallait trouver un moyen de transmettre par voie électronique des informations de n'importe quel labo vers n'importe quel labo du monde. Et ces deux physiciens ont inventé, en bricolant, une nouvelle adresse, HTTP, là, et puis le www, le web. Ils l'ont fait pour les physiciens, et seulement pour les physiciens. Et ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Par contre, évidemment, ils étaient incapables de savoir ce qu'allait faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire Internet et tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, le fait que l'agir humain dans le domaine technologique échappe au contrôle de ceux qui l'effectuent est une source d'angoisse pour les innovateurs, puisque autrefois, on était plutôt jugé sur la maîtrise qu'on avait du processus, et on sait aujourd'hui que les processus deviennent
proliférant et impossible à contrôler. Alors j'ai 5 minutes peut-être. Je vais quand même vous donner, parce que finalement, avant de préparer la conférence, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire progrès en fait? Le mot progrès, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors j'ai regardé dans le dictionnaire Robert de la langue française, qui dit ceci: progrès signifie le développement d'un être ou d'une chose en bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder le verbe progresser. C'est un peu plus nuancé. Progresser exprime le fait de se développer, d'évoluer, le plus souvent en mieux. Donc, il y a une petite nuance qu'il n'y a pas dans le mot. Bon. Alors, je suis allé voir aussi du côté du vocabulaire technique et critique de la philosophie d'André Lalande. Alors lui, d'un côté, la définition du progrès est très nette: transformation graduelle du moins bien au mieux, soit dans un domaine limité, soit dans l'ensemble des choses. Voilà. Et puis il ajoute dans un alinéa critique: nous croyons devoir nous en tenir à la définition formelle qui est donnée ci-dessus, sans chercher une définition explicative résumant les caractères communs de tout ce dont la réalisation est communément considérée comme un progrès. Donc on sait définir la chose, mais on ne sait pas ce que c'est. En gros, c'est ça. Et donc, on peut multiplier les exemples et voir que la notion de progrès est une notion dont l'intensité obéit à des critères variables, dont la garantie est plus ou moins ferme et dont la portée est plus ou moins vaste. Mais si on essaie de trouver le point commun entre toutes ces définitions, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais moi j'ai l'impression que si on met en commun toutes ces définitions, ou plutôt si on regarde ce qu'elles ont en commun, on trouve derrière elles la conviction qu'on peut relativiser le négatif. C'est-à-dire que le pur négatif n'existe pas, que ce qui ne va pas, le négatif, n'est en fait que le ferment du meilleur. Et donc, ce qui ne va pas, on peut le travailler pour le transformer en son contraire, c'est-à-dire l'extraire de sa négativité. Et c'est ça la modernité, qui a duré quelques siècles. La modernité, c'est ça, c'est que le mal absolu n'existe pas, on peut tout transformer en bien, pour peu de faire un travail de conversion du mauvais en meilleur. Et c'est le XXe siècle essentiellement qui a terni cette idée et qui finit par nous faire passer dans ce qu'on appelle la post-modernité. Je ne sais pas si on a jamais été vraiment moderne, mais la post-modernité, je ne sais pas comment la définir, les philosophes l'ont définie, mais moi je crois qu'on peut la définir comme étant la modernité moins l'illusion. Parce qu'on ne balance pas tous les... On est d'accord pour retourner à la nature brute, mais à condition d'emporter avec soi un sac à dos d'antibiotiques, un iPhone, etc. Et donc, on n'est pas prêt à tout liquider, simplement, on n'est plus victime de l'illusion. Et l'illusion dont il est question, c'est celle que défendaient certains pères de l'idée de progrès, à savoir que c'est quelques générations qui devraient beaucoup travailler pour changer la société, et la société ayant atteint le niveau qu'on espérait, le travail qu'il faudra effectuer pour l'entretenir, la maintenir dans ce niveau, sera beaucoup plus faible, beaucoup moins intense que celui développé au départ. Et donc adviendra un moment où on pourra travailler moins pour bénéficier d'autant. Et c'est cette promesse-là qui sans doute a été trahie, puisqu'on voit bien que le progrès n'est plus appréhendé comme libération, mais comme un souci permanent. Ça n'est pas un soulagement, c'est plutôt quelque chose qu'on doit surveiller en permanence comme le lait sur le feu. S'ajoute à cela le fait que, je crois que c'est ce que les philosophes appellent le principe de Hume, du nom du philosophe Hume, qui a été repris par Einstein, d'ailleurs dans une conférence qu'il a donnée à Princeton en 1939, c'est que les connaissances scientifiques, paradoxalement, elles produisent de l'ignorance. Mais elles produisent une ignorance d'un type très spécial. Et Einstein résumait ça en une phrase en disant « La connaissance de ce qui est, et c'est la science qui nous permet d'avoir la connaissance de ce qui est, ne nous dicte pas la connaissance de ce qui doit être. La connaissance de ce qui est ne nous dicte pas la connaissance de ce qui doit être. » Il y a eu une époque où on faisait tout ce qu'on pouvait faire. Parce que le progrès technique était censé engendrer un progrès matériel, technologique,
politique même, et même moral pour certains. On a vu que cet embrayage ne marche pas. Et du coup, dès lors que nous ne pouvons plus enchasser les innovations dans un cadre de référence correspondant à une espèce de principe d'action, on fait tout ce qu'on peut faire grâce à la science, eh bien, il faut décider collectivement des choix que nous ferons parmi toutes les potentialités que nous donne la technique. Il y a toutes sortes de choses qui sont offertes, ce n'est pas la peine que je vous donne des exemples, vous les avez en tête. La question, c'est est-ce qu'on les fait ou pas? Et comment discuter, comment décider ensemble, comment faire la part entre ce qui revient à la discussion générale, ce qui revient à l'avis des experts et ce qui revient à la décision politique, par exemple. On peut faire des nanosciences. Avec les nanosciences, on peut faire toutes sortes de choses, lesquelles nous paraissent bonnes, lesquelles nous paraissent pas bonnes. Quelles sont, par exemple, les parties du corps humain qu'on accepte d'aider par des instruments inertes? Quelles sont celles auxquelles on refuse de toucher? Évidemment, chacun a son idée, mais personne n'a la même. Autrement dit, sur ces questions-là, on affronte des conflits de valeurs. Et les valeurs, c'est ce qu'on met en avant quand on n'a plus de principes. Si on avait des principes, il n'y aurait même pas de discussion, mais on n'a plus ces principes, du sorte qu'on assiste à des combats de valeurs, à des controverses qui ne s'éteignent jamais, puisqu'elles se transforment assez vite en questions éthiques. Et comme vous le savez, les questions éthiques sont des questions qu'on peut formuler, mais qui n'ont pas de solution. C'est impossible de résoudre une question éthique. Par exemple, est-ce que nous avons le droit d'interrompre la vie d'un embryon? Personne n'en sait rien. On peut penser tout ce qu'on veut, mais personne n'en sait rien. Et donc la seule chose qu'on peut faire, c'est transformer une question éthique qui n'a pas de solution en une question technique. On va dire, oui, c'est possible, à condition que ça se passe avant telle période ou avant tel délai dans la grossesse. Bon. Et même lorsque la décision est prise, elle ne fera pas consensus, puisque certaines personnes, au nom de leurs valeurs, contesteront la légitimité de cette décision. Et donc les questions éthiques sont des questions qu'on ne peut jamais résoudre, sauf de façon provisoire et en les transformant en questions techniques. Et ça crée, sur tous ces sujets-là et sur beaucoup d'autres, une certaine tension dans la société, que vous voyez d'ailleurs autour de tous les sujets chauds du moment, le nucléaire, les déchets nucléaires, les nanosciences, la biologie synthétique, les OGM, etc. Et donc on est dans une position assez spéciale, qui est une autre façon de voir se manifester l'ambivalence dont j'ai parlé. Alors comme le sujet de la conférence, c'était comment moderniser l'idée de progrès, et après tout, si le progrès est une idée qui doit progresser, il faut moderniser les symboles auxquels on l'associe. Et il me semble que c'est devenu nécessaire, parce que j'ai lu un article vraiment passionnant d'un philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem, qui était un élève de Bachelard. Il a écrit en 1974 un article dans la revue de métaphysique et de morale qui s'intitule « De la décadence de l'idée de progrès ». Et l'analyse qu'il fait, qu'il établit en une vingtaine de pages, c'est qu'en fait l'idée de progrès, c'est pensé et c'est incarné selon deux phases. La première phase, c'est le siècle des Lumières. En gros, dit-il, des philosophes français qui associent l'idée de progrès à la lumière, à un principe de linéarité, et avec l'idée que ça va continuer avec un rythme constant, ça va progresser gentiment, indéfiniment. C'est ça les Lumières. Le progrès ne s'arrêtera jamais. Il connaîtra des modulations, mais rien ne pourra l'interrompre. Et puis, au XIXe siècle, il y a une nouvelle physique qui apparaît, une nouvelle science qu'on appelle la thermodynamique. C'est la science qui dit comment s'échange la chaleur entre les systèmes, qui invente des nouveaux concepts comme l'entropie dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui associe certains phénomènes irréversibles à l'idée de dégradation de l'énergie. Et à partir de ce moment-là, c'est la chaleur qui va devenir le symbole de l'idée de progrès, avec le début de l'ère industrielle, etc. La révolution industrielle et tout ce qui en a suivi. Bon. Et la question qu'on peut se poser ce soir, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps d'abandonner ces deux images, non pas qu'elles soient devenues caduques, la lumière et la chaleur, mais parce que ce qui s'est passé au XXe siècle
qu'on pourra discuter ensemble tout à l'heure, montre qu'on est passé à autre chose et qu'il conviendrait de penser le progrès à l'aide de nouveaux symboles que ne disent pas les deux anciens que j'ai cités. Alors beaucoup de gens, sans doute, y réfléchissent, et ce que je vois se dessiner autour de moi, c'est quand même un courant que je trouve embêtant. C'est des gens qui disent que finalement le progrès est mort, l'idée de progrès est morte, et donc il faut faire marche arrière. Comme la science a été l'élément moteur du progrès, au moins au départ, même si la suite des déclinaisons qui étaient espérées ne s'est pas produite, c'est quand même la science qui a lancé le mouvement. Et ces gens disent, finalement, c'est la science qui nous a trompés et qui nous a embarqués dans des trajectoires qui, aujourd'hui, révèlent leur pathologie. Bon. J'entends ça beaucoup autour de moi et ça m'inquiète parce que dans ce travail de repensée de l'idée de progrès, j'aimerais bien, en tant que scientifique, disons en tant que scientifique émerveillé par certaines découvertes qu'on fait aujourd'hui, je parle du boson de Higgs, je parle du fondif cosmologique, des choses comme ça. C'est une petite parenthèse politique, si vous me permettez, mais je pense vraiment que si tous les citoyens d'Europe avaient visité le CERN, le laboratoire européen de physique des particules, et si les hommes politiques daignaient de temps en temps de faire l'effort de parler du CERN, les votes seraient différents. C'est sans doute une illusion, mais c'est la mienne. Et donc je ne voudrais pas qu'on liquide la science au motif d'un mauvais usage du monde. Le mauvais usage, c'est nous, c'est pas la science. Voilà, je vous remercie pour votre attention.